De retour dans le Jeudi Parlons-en, deuxième partie de l'émission. On parle ce soir des festivals. L'été approche et ça donne envie d'écouter de la musique et de passer du bon temps, de faire la fête et profiter du beau temps. On est en connexion avec Clément Saunier qui nous a rejoint pour nous parler du festival Le Son des Cuivres. Est-ce que Clément, vous nous entendez? Très bien, oui. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, qu'est-ce que c'est le Son des Cuivres? On imagine qu'on va entendre de la trompette, on va entendre tout ça. Ça se passe à Mamers, c'est ça? Voilà, c'est à Mamers. Cette année, c'est la 5e édition et nous avons choisi comme axe une thématique et celle-ci, c'est la famille dite des cuivres. Donc, on va entendre certes de la trompette, mais aussi du trombone, du tuba et beaucoup plus largement tous les artistes ou tous les groupes qui utilisent des cuivres. Voilà, en leur sein. Alors ça peut être du classique, de la funk, du jazz, de la variété. Il suffit qu'il y ait un instrument de la famille des cuivres dans la formation pour qu'elle soit la bienvenue dans notre festival. Et pour expliquer pourquoi on se joint comme ça par Skype, c'est que vous êtes en région parisienne, mais vous venez nous proposer ce festival ici à Mamers. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire de rencontre. Toujours les politiques locaux et les gens en charge de l'espace Sogona, Loïc Préville notamment, avaient des affinités avec cette famille d'instruments et donc m'ont contacté pour en assurer la programmation. Très bien. Et alors la cible, comment on fait quand on va comme ça plus loin que le périphérique parisien et qu'on vient ici en Sarthe? Est-ce qu'on s'attend à une cible particulière? Alors, ça dépend un peu des budgets, de la programmation, ça. Nul besoin d'être à Paris ou en province. Je pense que ça dépend un peu des têtes d'affiche qu'on propose pour rassembler et puis de la ligne qu'on choisit après 5 ans, ouais. Très bien, donc l'important c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, la programmation d'un festival. Vous restez avec nous, Clément Saunier, on en parlera tout à l'heure de la programmation. N'hésitez pas à nous faire un signe, on me le dira dans l'oreillette si vous voulez réagir avec nous aux questions qui fâchent maintenant, puisqu'on va parler problématique. Quand on organise un festival, quelle est la problématique qui vous vient à l'esprit comme ça? Quelle est la contrainte, peut-être le frein, le premier auquel on est confronté? Le premier, c'est l'argent. Oui, c'est ce qu'on entendait là aussi. C'est le nerf de la guerre, donc par rapport à nos ambitions, ce qu'on a tous toujours envie de pouvoir proposer, ce qu'on aime mieux et bien, oui, l'argent c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Manuel Tato. Oui, je rejoins François, effectivement l'argent, les budgets qui diminuent, les budgets départementaux, régionaux, les éventuels investisseurs privés qui donnent moins, effectivement c'est le budget, l'argent, c'est le problème numéro 1, je dirais. Très bien. Je tiens à notifier à Clément Saunier qui peut interagir quand il veut. Son micro est ouvert. Voilà. Pareil, même question. Comment on fait? C'est ça. On commence un festival. Là, c'est la première fois. On note sur le papier ce qu'on aimerait, et finalement ensuite on confronte à l'argent et on se dit bon, en fait ça peut-être pas, ça non plus. On essaie d'être prévoyant, notamment par rapport à la météo, parce que nous c'est les entrées. Si c'est en plein air, si le temps n'est pas celui qu'on attendait. Forcément, ça a un impact. Donc il y a un impact budgétaire, mais c'est surtout le temps qui détermine aussi la fête. Benjamin Foucault. Ça, c'est le propre des fêtes en plein air. Je crois que le temps joue énormément. À mon sens, j'ai découvert beaucoup de contraintes. C'est vrai que ça reste quand même un plaisir d'organiser un festival, mais on a des contraintes aussi en termes de sécurité, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est dépositaire de la sécurité des gens sur l'enceinte du festival. Il y a beaucoup de petites contraintes, mais voilà, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, plus encore sur la sécurité pour un festival qui existe depuis 36 ans. Est-ce qu'on a vu cette peur peut-être et tous ces mouvements qu'on sent bien au niveau du territoire et même dans tout le monde occidental? Alors, il y a actuellement, effectivement, avec le cadre de Vigipirate, un accent, là, on peut difficilement passer à côté. Ouais. Mais de manière générale, moi, pour connaître le domaine depuis une vingtaine d'années, oui, clairement, il y a plus de normes de manière générale, un peu sur tout. Soit sur la technique, sur l'encadrement et tout ça. Bon là, après on est là dans les considérations particulières d'accueil du public et des contraintes de Vigipirate. On n'a pas le choix. On peut pas le choix, mais en même temps il faut s'en préoccuper, quoi. Je pense qu'on serait les premiers stupéfaits d'être confrontés à un drame sur nos événements. Donc au contraire, je trouve que la préfecture là-dessus nous encadre aussi, nous donne des conseils. Et voilà, c'est sûr qu'on fait pas les événements pour ça, quoi. C'est pas on les invente pas pour créer un lieu sécurisé, et ça va un peu en dichotomie avec l'idée de faire la fête. Mais voilà. Les budgets ne sont donc pas négociables sur cette partie de la sécurité?
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même discuter de ce qui est opportun et pas opportun, parce que c'est faut pas non plus partir dans des caricatures et penser que tout va s'effondrer du jour au lendemain, quoi. Donc il faut être raisonnable mais sensé. Clément Saunier, vous pouvez réagir. Peut-être que vous qui avez l'habitude peut-être d'organiser aussi des festivals en région parisienne, est-ce que quand on vient en province, on sent une différence, peut-être moins de risques, on peut l'imaginer. Est-ce que finalement ça se traduit comme ça quand on prépare ? Alors, moi, je suis trompettiste, moi-même, je suis musicien, donc je participe à des festivals, mais je n'en organise pas à Paris. Ah, d'accord. Petite précision d'importance. Moi, les problèmes, je trouve, les personnes en plateau l'ont très bien précisé, hein, outre l'argent, la sécurité, certes. Un autre problème peut-être à soulever, c'est comment fidéliser un public à l'heure de la consommation de masse rapide. Je veux dire, les gens zappent sur les téléphones portables, sur Internet, bien sûr, à la maison. Et il y a toujours la concurrence de la télévision, encore pour quelques temps, je crois. Donc c'est plutôt une problématique de cette importance qui se pose à nous aussi, je crois. Justement, est-ce que finalement, on le voit, hein, vous êtes de nombreux festivals différents, est-ce que la multitude des propositions, ça ne vous met pas aussi en concurrence ? Alors, ça ne devrait pas. Alors, je pense pas, il y a bien... Clément Saunier, sur une allons-y. question de territoire, Oui, je crois que si on place deux festivals du même style, le même jour, à 20 km d'écart, là, il y aura une concurrence. Après, généralement, les gens arrivent à s'entendre sur le partage des week-ends ou des semaines. Et les différences de style attirent plus ou moins les publics, de toute manière. Manuel Tato, finalement, même question, est-ce que, même sans proposition équivalente, est-ce que dans le porte-monnaie, on se dit pas, bon, de toute façon, ça c'est le budget festival cet été, on va pas pouvoir tous les faire ? C'est vrai que ça a son importance, hein, le fait de ne pas être trop proche du collègue. Alors, lorsqu'on crée un nouveau festival, nous sommes nous trois petits nouveaux hein, dans le paysage des festivals sartois, on travaille beaucoup sur les dates, sur le moment de faire ce festival. On rencontre les collègues, puisque voilà, on est en règle générale plutôt musicien, donc on connaît les structures proches de l'endroit où on veut mettre en place ce festival. On essaie de travailler intelligemment, on échange et puis on se cale sur une date qui théoriquement est la moins mauvaise. Il n'y a jamais lorsqu'on démarre un nouveau festival, il n'y a jamais de bonne date. Hein. Mais ensuite, effectivement, les plateaux, les directions musicales, artistiques sont souvent différentes. Donc, en règle générale, on ne devrait pas se faire concurrence. On est plutôt là pour se donner un coup de main que le contraire, je dirais. On vise la complémentarité, forcément. Dans le calendrier des événements culturels, nous, par exemple, l'année dernière, on a été confrontés à une commune qui n'était pas de notre secteur, mais qui nous a à 10 km, qui nous avait dit c'est gênant, vous êtes en même temps que notre traditionnelle fête de la gare qui se perdure depuis de nombreuses années. Nous, on n'était pas sur le même registre, et pourtant, on nous a été reproché cette concordance des dates. Mais par exemple, pour rejoindre le festival à tout bout de champ, on souhaite proposer une complémentarité et puis de travailler ensemble, que ce soit dans le terme de prêt de matériel, d'aide entre bénévoles, enfin. Donc il y a vraiment une complémentarité sur le territoire, parce que si on prend à l'échelle départementale, la Sarthe, en termes de festival, est largement moins dynamique que la Mayenne. C'est un paradoxe quand même. Donc tout est concentré sur quelques grosses manifestations sur le Mans. À nous d'être complémentaires sur le reste du territoire et d'être aussi ambitieux que les Mayennais. Benjamin Foucault. Ah oui, c'est clair. Moi, je pars du principe qu'on ne se fait pas forcément de concurrence, même on ne se fait pas du tout de concurrence, et on ne devrait pas, si tel est le cas. C'est une chance qu'on a de pouvoir, à chacun notre festival, mais dynamiser notre secteur, notre ruralité. Et je crois qu'il faut s'appuyer sur cette dynamique plutôt que de se la retourner les uns contre les autres. C'est clair. Mais est-ce que là, on parle bien du porte-monnaie des festivaliers? Est-ce qu'on peut comprendre aussi comment on fait pour définir, voilà, la place, elle sera à ce prix et pas à un autre? On espère pouvoir tirer du porte-monnaie de la personne. Moi, je sais que par exemple à Rock et Ciboum, si je mets un prix de place à 30 € pour des familles, des enfants et tout, c'est complètement impossible. Alors que l'événement en lui-même, au regard de son installation,
pourrait très honnêtement pourrait le justifier. Donc, comme on sait qu'on ne peut pas réussir l'événement sur ces tarifs-là, on voit ce qu'on peut raisonnablement demander, et puis après, on demande aux collectivités ou par le mécénat ou autre chose, on trouve des financements complémentaires et on essaye de combler avec ça. Mais justement, on s'adresse à des publics différents. Je vous parlais du festival de baroque de Sablé. Là, on a des prix de place qui peuvent aller jusqu'à 35 €. On est complètement sur d'autres démarches et d'autres publics qui ont l'habitude et les moyens de mettre ce genre de prix pour ces places. Donc, je pense qu'on s'adapte. On s'adapte effectivement à l'environnement. Et puis, les histoires des festivals sont différentes. Nous, NUDT, est historiquement gratuit. Alors que ce genre de soirée, dans pas mal de lieux, pourrait être payant. Donc voilà, il se trouve qu'on a eu la chance d'être financé à 100% par la ville de Sablé pour organiser ces soirées-là. Tout le monde en profite sur le territoire. Donc ça se trouve, dans quelques années, ce sera payant pour d'autres raisons et avec une autre démarche. Manuel Tato, même question. Comment on fait pour gérer et la programmation, qui est quand même la principale vitrine pour un festival, et en même temps le prix de la place? Est-ce qu'on peut budgétiser comme ça un festival? Est-ce qu'on sait combien ça coûte? On peut budgétiser, c'est toujours un risque parce qu'on n'est jamais sûr de surprise, hein. Mais on peut budgétiser, on sait ce que coûtent les structures, les installations, ce que va coûter plus ou moins la sécurité, ce que coûtent les artistes. Après, il faut négocier au maximum les cachets qui en 5-6 ans ont flambé d'une façon incroyable. Donc voilà, il faut être bon négociateur, bonne négociatrice en ce qui nous concerne en tous les cas. Et puis après, je pense qu'il faut travailler avec les personnes, les bénévoles du territoire. Nous avons 160 bénévoles. S'il fallait faire le calcul de ce que nous économisent les bénévoles, entre parenthèses, c'est pas péjoratif, hein, par rapport à ce que l'on devrait payer si l'on avait des vacataires, eh bien c'est énorme, c'est vraiment énorme. Même question, Clément Saunier. Comment on fait pour jauger entre ce que va nous coûter le festival et ce qu'il va nous rapporter? Bonne question. Non, mais on arrive quand même à avoir des prévisionnels. On voit d'une année à l'autre un petit peu le tableau des ventes qui évolue. Et puis oui, entre la jauge de la salle et le prix de vente, mais on sait quel groupe on va pouvoir avoir ou pas. On peut aussi dire un mot sur le mécénat aussi, parce que la politique culturelle en France actuellement n'est pas, on va dire, celle des années 70-80. On en est très très loin même, même si les problèmes de connexion, on reviendra vers vous dans un instant, mais on continue sur ce sujet des places, du prix des places. C'est le premier problème entre guillemets auquel on va se confronter quand on va devoir faire son budget pour son festival. C'est une part, les prix des places, c'est une part dans les recettes, mais il y a aussi tout ce qui est restauration, buvette. Il ne faut mieux pas assommer le festivalier en ayant un prix des places trop élevé, donc après qu'il consomme sur place, parce que ça fera une rentrée supplémentaire dans notre budget. Après, nous, on a voulu faire un festival familial, donc notre prix des places nous se situe entre 8 € en prévente, 10 € sur place. C'est une place de cinéma, grosso modo. Ça fait une sortie à bas coût pour l'ensemble de la famille. Donc voilà, on est sur cette politique-là, et donc uniquement pour le festival. L'après-midi, on a voulu faire un événement gratuit, et c'est pour ça qu'on est resté sur un événement gratuit. Et pourtant, c'est un événement qui engendre des dépenses. Même question au niveau du prix des places. Je répondrai un petit peu comme Alexandre, mon voisin, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu nous fermer par rapport à un public qui serait peut-être venu, mais le prix des places aurait pu le démotiver. Combien ça coûte concrètement le festival à tout bout de champ? Entre 8 et 10 €. Exactement comme Festiday. Et c'est vraiment l'idée, c'est de pas fermer, de pouvoir faire quelque chose de familial où tout le monde puisse venir sans casser sa tirelire. Et comment on l'explique concrètement, combien ça coûte le festival pour vous qui l'organisez? En termes de chiffres, on est un petit peu moins de 30 000 €.
Donc on attend combien de personnes pour que ce soit rentable? Je vous dirais bien 10 000, mais non, on attend, c'est pas assez compliqué de jauger sur une première édition. Je pense que sans être trop loin de la réalité, 1500 personnes, je pense qu'on n'en sera pas loin. Après, si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, eh bien, on fera le nécessaire. Ça déterminera l'année qui suit. Exactement. Très bien. Alors on va continuer de parler bien sûr de ces questions d'argent parce qu'on pense souvent que c'est le problème. On l'entendait, Clément Solier nous le disait, hein, le mécénat ça prend une part importante, surtout que par les temps qui courent, l'État en tout cas baisse ses dotations. On va regarder un sujet qui datait déjà du 2 juin 2015 sur cette question de la baisse des dotations de l'État. De tout type de communes, de toute orientation politique, les maires sont unanimes contre la baisse des dotations de l'État. 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017, 15 milliards pour les seules communes. Les budgets ne pourront pas être équilibrés en 2017, donc ça ne passe plus. Là, on touche le dur, et ça veut dire plus d'investissement, fermer les services à la population. Et donc, on veut aussi sensibiliser nos concitoyens pour leur dire qu'au fond, c'est l'avenir des communes et des services au public et aux habitants qui seront demain menacés. 27 000 euros à Poncé, 20 000 au Luard, 125 000 à Savigné, toutes sont concernées. À Mamers, la baisse, c'est 125 000 euros aussi chaque année. Le plan d'économie est déjà lancé à contre-cœur. Là où on doit faire des économies, mais on sera obligé de le faire de manière contrainte et forcée sur des services. Parce qu'on est un service public et on a extrêmement peur que ça impacte les services à la population. Et on a baissé, malheureusement, les investissements. Forcément, les investissements sont en baisse, ce qui a une conséquence sur l'emploi. Et ça, on le regrette, mais on ne peut pas faire autrement. On n'a plus d'argent. Les maires sont inquiets, en colère aussi, car comment assurer une gestion quotidienne de plus en plus onéreuse? Avec moins d'argent, on ne s'achète pas de voiture neuve quand on n'en a pas les moyens, lance Daniel Coudreuse, maire de Brulon. Ben voilà, la voiture neuve, c'est l'étape, c'est l'instruction des permis de construire, c'est les normes. On dépense beaucoup plus en ce moment qu'on dépensait, par exemple, c'est les maintenances obligatoires. Il y a beaucoup de plus et il y a du moins, donc c'est difficile à gérer ça. Départ en retraite non remplacé, événements culturels ou festifs annulés, baisse des subventions aux associations. Les communes sont contraintes de réduire la voilure, d'autant que les maires, là aussi, sont unanimes. L'impôt n'est pas une solution. Il faudrait les augmenter de 20 à 30% pour compenser la baisse des dotations. Événements festifs ou culturels annulés. Bah, on est en plein dedans, hein. On travaille constamment avec les mairies, c'est hyper important, ces subventions, c'est presque indispensable. Ah oui, enfin en tout cas nous concernant, on est vraiment dans ces politiques-là culturelles, on est financé par la région, l'État, le département, la ville, et historiquement à Sablé les événements ont été montés ainsi, donc on n'est pas dans des démarches peut-être plus privées que sont les vôtres. Et oui, nous, ça nous impacte énormément. Après, la chance qu'on a à Sablé, c'est j'ai envie de dire, on part de haut. On a toujours été très bien dotés. Il y a eu de gros événements. On a réduit les voilures. Ça nous a pas empêché de continuer à faire des choses. Sans doute, peut-être un peu moins prestigieuses, moins clinquantes, et tout ça. Mais il y a encore de matière culturellement sur le territoire. Donc voilà. Très bien, Manuel Tato. Oui, c'est vrai que le reportage est intéressant. Lorsqu'on sait qu'en 2015, il y a une centaine de festivals qui ont disparu dans l'Hexagone, on se dit, chapeau les gars qui mettent en place leur premier festival. Et donc, oui, aujourd'hui, il faut, je pense, travailler sur les sponsors, les mécènes. On n'a pas vraiment le choix. Hein. Les communes diminuent forcément et obligatoirement leur dotation, que ce soit l'État, enfin leur subvention. Les conseils départementaux idem, donc voilà, on n'a pas 50 000 solutions, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et sans cet argent, impossible de faire venir des artistes, certains artistes en tous les cas, ce qui voudrait dire que tout le monde devrait passer au même niveau de plateau artistique, ce qui est impossible. Ce serait, nous, en ce qui nous concerne, en tous les cas, nous sommes une équipe de professionnels, on va dire, et la qualité du plateau artistique est primordiale. Dans le cas contraire, je ne serais aucun intérêt de faire un festival pas pour nous. Et dans votre cas, là, c'est le mécénat qui est important. Alors les bénévoles d'une part qui donnent de leur temps, oui. et puis un propriétaire de château qui laisse la possibilité de le faire dans son jardin. Absolument, un propriétaire de château qui nous laisse sans location aucune faire ce que l'on veut dans son parc, hein, dans son énorme parc, met à disposition les communs, toutes les infrastructures. Voilà. Après une équipe de professionnels qui sont aussi bénévoles, qui ne viennent pas pour gagner de l'argent, mais pour
pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir. L'idée, c'est d'être une équipe soudée, d'être en osmose avec nos idées et nos envies, et puis se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Très bien. Le mécénat, c'est Clément Saunier qui nous en parlait tout à l'heure. Clément, la part du mécénat, elle est importante aussi pour le son des cuivres? Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Tout à l'heure. Oui, alors on a eu la chance de trouver dès la première édition un sponsor principal qui est la Spedidam et qui a décidé d'inclure le festival dans son réseau. Dans un réseau de festivals. Ensuite, on a monté une cellule dédiée à la recherche du mécénat en local, en s'appuyant bien sûr sur les politiques et aussi sur les acteurs de la communauté de communes qui sollicitent telle ou telle entreprise, avec aussi des avantages fiscaux qu'ils peuvent déduire de leurs aides. Donc on essaie de développer ça au maximum, bien entendu. Très bien. Avant de nous quitter, parce qu'on va marquer une courte page de publicité, on parlera ensuite de la programmation. Clément Saunier, je voulais vous remercier. Peut-être un mot de la programmation du Son des Cuivres cette année à Mamers. Oui, alors on a la grande chance d'accueillir Earth, Wind and Fire, groupe mythique, légendaire, qui fera l'ouverture du festival le jeudi 29 juin. Ensuite, un groupe français très très en vogue, puisqu'il s'agit d'Electro Deluxe, qui sera accompagné le vendredi 30 juin de Ceux qui marchent debout, une fanfare française qui avait été connue pour faire la musique d'un film de Clapiche, Chacun cherche son chat, et de Lucky Chops, un groupe que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux puisqu'il fait le buzz dans le métro new-yorkais. Voilà, c'est une espèce de techno underground mais avec des cuivres. Ensuite, on a une soirée consacrée à la musique classique avec l'ensemble de cordes des orchestres de Paris et Radovan Vlatkovic et Michel Jonas le dimanche 2 juillet, quartet, qui fera un concert exceptionnel puisqu'il a accepté de rajouter une section cuivre à son groupe pour cette tournée. J'ajoute aussi que chaque après-midi nous avons 3 concerts gratuits avec des styles très variés, allant du groupe de jazz à la reprise de Metallica ou encore la batterie fanfare de la garde républicaine. Vous voyez, donc des choses très très différentes. Parfait. Merci beaucoup Clément Saunier encore une fois d'avoir accepté notre invitation par Skype. Peut-être problème de technique, mais en tout cas merci d'avoir participé. On continue de parler sur ce plateau de festival et de programmation dans un instant. C'est juste après la pub. À tout de suite.